Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Un scrutin présidentiel de plus en plus menacé en Libye. Plusieurs bureaux de vote ont été la cible d'attaques perpétrées par des hommes armés. C'est ce qu'a révélé la haute commission électorale qui fit état de plus de 2000 cartes d'électeurs volées. Le certificat de vaccination désormais obligatoire au Congo pour accéder à certains services administratifs publics ou privés. La mesure est entrée en vigueur ce mercredi 1er décembre. Et puis l'inhumation de Lamine Diack au Sénégal. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme décédé dans la nuit du 2 au 3 décembre repose au cimetière de Yoff à Dakar. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le samedi 4 décembre était un jour de vote en Gambie. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau chef de l'État. Avant l'ouverture des bureaux de vote à 8 heures, de longues files d'attente ont pu être observées dans la capitale Banjul. Un scrutin à un tour et pour lequel 6 candidats sont en lice, mais 2 sont pressentis comme favoris. Il s'agit du président sortant Adama Barrow et de son principal rival Ousseynou Darbo. Une élection importante considérée comme un test pour la démocratie du pays, et ce 5 ans après la défaite de l'ancien président Yahya Jammeh, resté au pouvoir pendant 22 ans. Les résultats pourraient être annoncés dès ce dimanche. À l'approche d'un scrutin présidentiel crucial, les tensions sont palpables en Libye. Selon la haute commission électorale, 5 de ces bureaux de vote ont été la cible d'attaques commises par des hommes armés. Des offensives qui pourraient être liées à la décision de la cour d'appel de Séba relative au rétablissement de la candidature de Saïf al-Islam Kadhafi à la présidentielle du 24 décembre prochain. Les explications de Nathalie Mou. L'intégrité des élections en Libye est menacée. La Libye doit organiser des élections présidentielles le 24 décembre 2021. Cependant, des événements violents se multiplient dans le pays. Un communiqué du 2 décembre 2021 de l'organe électoral libyen a annoncé l'attaque de 5 centres électoraux par des hommes armés. Les assaillants, se revendiquant d'une milice active dans la ville de Séba, ont emporté 2312 cartes d'électeurs et en ont endommagé 69 autres. La Libye est actuellement dans l'impasse. Nous sommes dans l'abysse. Nous devons nous battre et nous devons fournir d'importants efforts parce que la Libye ne peut pas demeurer dans cette triste situation. Selon des sources locales, cette attaque vient en représailles de la réhabilitation par la cour d'appel de Séba de la candidature pour la présidentielle de Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant Muammar al-Kadhafi. Pour le gouvernement, ces troubles pourraient causer le report du scrutin. Nous annonçons aujourd'hui que l'obstruction continue au plan de la sécurité et l'augmentation des violations conduiront à contrecarrer tous les efforts de sécurité, ce qui affecterait directement le processus électoral et la tenue des élections à temps. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle libyenne est encore attendue à 2 semaines du scrutin. Le 24 novembre, la commission électorale avait publié une liste provisoire de 73 candidats. L'actualité, c'est aussi cet appel au dialogue lancé ce samedi par l'Union générale tunisienne du travail, une initiative proposée par Nourdine Taboubi, le secrétaire général de l'UGTT, et ce en vue, je cite, de ramener la Tunisie sur la voie de la démocratie. Selon lui, ce dialogue est la solution pour mettre fin aux crises sociales, sanitaires, économiques et environnementales. Il devra réunir toutes les sensibilités politiques, sociales et syndicales du pays. Sans feuille de route ou projet concret pour la Tunisie, Nourdine Taboubi met en garde sur ce qu'il qualifie de danger imminent. Une déclaration qui intervient 4 mois après les mesures fortes prises par le président Kais Saied en juillet dernier. Échanges diplomatiques, projets industriels, lutte contre le coronavirus. Au cours de ces dernières années, le partenariat entre l'Afrique et la Chine s'est fortifié. Preuve en est, Pékin est le premier partenaire commercial du continent, un partenariat qui entre aujourd'hui dans une nouvelle ère. Les États africains réclament à ce qu'il soit davantage équilibré. Les explications de Marie-Raphaël Antolo.
Selon le livre blanc intitulé « La Chine et l'Afrique dans la nouvelle ère », un partenariat d'égalité publié quelques jours avant le forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu le 29 et 30 novembre 2021 au Sénégal. La Chine est restée le premier partenaire commercial de l'Afrique pendant 12 ans depuis 2009. La part du commerce de l'Afrique avec la Chine dans le commerce extérieur total du continent a continué d'augmenter, le chiffre dépassant 21% en 2020. Cependant, cette relation doit s'améliorer sur le plan qualitatif et permettre à l'Afrique d'augmenter son potentiel industriel et commercial. Nous ne devons pas continuer aussi à exporter juste la matière première. L'investissement chinois doit aider à créer des industries, à atteindre un certain niveau de transformation et permettre aussi sur le plan des règles commerciales que ces produits africains puissent accéder aussi plus facilement au marché chinois et créer des emplois. À l'image de l'industrie pharmaceutique du Mali, largement soutenue par la Chine, le volet de la santé offre d'autres perspectives intéressantes de partenariat avec le géant asiatique. Dans cette veine, la pandémie de la Covid-19 laisse apparaître des opportunités d'investissement prometteuses. Je pense que cette pandémie est aussi une opportunité pour nous pour investir dans nos systèmes de santé, dans nos infrastructures de santé, dans la formation et dans la recherche. Et je crois que sur l'ensemble de ces questions aujourd'hui, la Chine peut aider. Et il y a une initiative importante de soutenir le continent avec près de 1 milliard de vaccins. C'est une donnée importante, mais il faut aussi soutenir les capacités de production sur le continent. La mise en perspective de ces nouveaux axes de partenariat résulte en effet des bénéfices tirés par l'Afrique tout comme par la Chine d'une coopération renforcée qui dure depuis une décennie. Pour l'Afrique cependant, il est impératif d'ajuster les conditions financières pour une meilleure gestion de la dette afin de garantir la durabilité du partenariat. 40 millions d'euros, c'est le prêt accordé par Proparco, filiale de l'Agence française de développement en faveur de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA. Des fonds dédiés à améliorer l'accès au logement des populations à revenus modestes au sein de la sous-région. Ce partenariat va cibler au total plus de 1800 foyers. Plus de précisions avec Nathalie Mo. Offrir un logement décent à la classe moyenne ouest-africaine, c'est l'objectif de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA, CRRH-UEMOA. L'agence sous-régionale souhaite résoudre les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l'accès au logement en Afrique de l'Ouest. 1800 foyers vont ainsi bénéficier de financement à long terme de la CRRH-UEMOA. Il est donc important qu'à défaut d'avoir la maison de ses rêves, on puisse avoir la maison que l'on peut pour commencer, quitte à l'améliorer, etc., comme nous savons le faire traditionnellement. Et de ce point de vue, l'accent que nous mettons sur l'habitat abordable est une priorité qui correspond aux exigences de la sortie post-Covid. La CRRH-UEMOA a amélioré son capital risque au fil des années. C'est forte de la confiance gagnée auprès des partenaires au développement que l'entreprise ouest-africaine peut se lancer dans des projets immobiliers à l'échelle des 8 pays de l'espace UEMOA. Comme c'est notre cas, les 4 dernières années, nous avons les notes de 2A+, à long terme, A+, à court terme, qui sont les meilleurs notes de émetteurs sur le marché financier régional. Cela envoie le signal très clair à tous les grands investisseurs institutionnels qu'on peut nous prêter, y compris à des taux d'intérêt qui sont bien plus faibles que ceux auxquels on prête à des États. L'UEMOA fait face à un déficit de logement estimé à environ 3,5 millions. Un écart qui pourrait se creuser davantage avec la croissance démographique et l'urbanisation annuelle dont les taux se fixent respectivement à 2,5% et 3,5%. Il est entré en vigueur ce mercredi 1er décembre. Au Congo, les citoyens doivent désormais présenter un certificat de vaccination pour accéder à certains services administratifs publics ou privés. Ministères, banques ou encore mutuelles figurent sur cette liste. Une mesure loin de faire l'unanimité auprès des Congolais. Joël Ballot.
Face à la propagation du coronavirus, le gouvernement du Congo-Brazzaville a décidé d'imposer le pass sanitaire dans l'administration publique. Depuis le 1er décembre 2021, l'obligation de présenter la preuve de vaccination pour accéder à des services administratifs publics et privés est entrée en vigueur autant pour l'administration que les usagers. Ce n'est pas parce que le Congo est moins affecté par le coronavirus que ça veut dire qu'il n'y a pas le coronavirus dans le Congo. N'oublions pas que le Congo est un pays africain qui n'a pas encore tous les moyens pour pouvoir faire un testing. Et faire un testing voudrait dire que la population se fait tester et on connaît la situation exacte de la contamination dans cette population. Malheureusement, le Congo n'a pas assez de moyens pour pouvoir avoir tous les tests pour pouvoir tester la majorité de la population actuelle. Pour le gouvernement congolais, l'imposition du pass sanitaire a pour but d'endiguer la propagation du Covid. Cependant, avec la grande majorité de la population congolaise qui fait preuve de défiance envers la vaccination lancée en avril 2021, cette mesure pourrait créer la polémique et soulever une autre problématique liée à son impact sur l'économie du pays. Après la vaccination, on te délivre dans ce pass, le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est juste la preuve que tel ou tel autre s'est vacciné contre la Covid. Et le Congo, dont Brazzaville, devra donc suivre la mondialisation, c'est-à-dire cette nouvelle règle qui est en train de circuler dans le monde. Avec plus de 18 000 cas, les autorités appellent les Congolais à redoubler de vigilance face aux nouveaux variants Omicron en cédant à la vaccination et au respect des mesures barrières. À titre de rappel, le gouvernement ambitionne de vacciner au moins 750 000 personnes avant fin 2021. Dans le reste de l'actualité, l'émotion au Kenya après un accident survenu ce samedi 4 décembre dans le centre du pays. Alors qu'il traversait un pont, un bus a été emporté par une rivière en crue. Le bilan est lourd, au moins 20 personnes sont mortes noyées. Les victimes se rendaient à un mariage. L'information a été délivrée par une source policière qui précise par ailleurs que des opérations de sauvetage sont toujours en cours. 10 personnes ont néanmoins pu être secourues. Le Sénégal a perdu dans la nuit du 2 au 3 décembre l'une de ses icônes du sport. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, a été inhumé au cimetière de Yoff. Personnalité appréciée dans son pays, mais aussi controversée pour ses affaires avec la justice. L'ancien maire de Dakar s'est éteint à l'âge de 88 ans. Reportage de notre correspondant Roberto Bopé. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, repose désormais au cimetière musulman de Yoff à Dakar, parce qu'il était pour eux une figure emblématique du sport et de la politique. Malgré ses démêlés avec la justice, le peuple sénégalais était ému aux larmes lors de son inhumation ce 3 décembre 2021. Ça me fait énormément mal parce que c'est un tonton que j'ai connu dans la Médina. À chaque fois, on le croisait comme ça. Il était très accessible parce que c'est quelqu'un de vertueux. Et quelque part, souvent, ce sont des hommes comme ça qui souffrent intérieurement et qui ont du mal pourtant à s'exprimer. Lamine Diack est décédé dans sa mère patrie, le Sénégal, privé de sa liberté. En septembre 2020, il est condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, reconnu coupable de corruption dans le but de dissimuler des cas de dopage dans le milieu de l'athlétisme. Depuis, il vivait en résidence surveillée en France avant son retour à Dakar en mai 2021. Évidemment que des problèmes de justice ont entaché la fin de carrière de Lamine Diack, une carrière pourtant riche. Aujourd'hui, grâce aux années Diack, le calendrier de l'athlétisme africain est plus fluide. On espère juste poursuivre sur cette lancée. Lamine Diack, 88 ans, a dirigé la Fédération internationale d'athlétisme de 1995 à 2015. Très actif dans le milieu du sport, il a également occupé le poste de directeur technique national du football sénégalais de 1964 à 1968, puis président du comité olympique national de 1985 à 2002. Par ailleurs, Lamine Diack a été maire de Dakar de 1978 à 1980, ainsi que député entre 1978 et 1993. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.